Et bienvenue sur Radio Modin. Vous savez, parmi les gens dont je ne rate jamais les vidéos sur YouTube, il y a Vincent Lapierre. Et dans sa dernière vidéo, Lapierre a interrogé un gauchiste, un LFiste pur jus. Et donc, quand j'ai vu la vidéo et que j'ai écouté ce mec, ma réaction, ça a été tout du long. Mais qu'est-ce qu'il est ce mec? Et très honnêtement, ça ne m'était même pas venu à l'idée de faire une vidéo sur lui. Seulement voilà, depuis que le reportage de Lapierre est sorti, sur X, Twitter, les gens de gauche n'arrêtent pas de reposter son intervention et de nous dire à quel point c'est un héros, un génie de la rhétorique, à quel point il a humilié Vincent Lapierre, etc. Alors je me suis dit, c'est pas possible, je suis passé à côté de quelque chose. Et c'est pourquoi je vous propose ici qu'on revienne sur l'intervention de ce gauchiste qui aurait humilié Vincent Lapierre. Dis-moi. Il faut voter Mélenchon. Dis-moi pourquoi. Et pour plein de raisons. Mais déjà, pour commencer, c'est quoi l'arrière de ta plaquette? Bon bah déjà, on peut parler de cette entrée en matière. Un mec qui t'alpague comme ça en te disant « il faut voter Mélenchon », moi ça m'inspire pas confiance. Mais enfin, au-delà de ça, ce qui est quand même vachement comique là-dedans, c'est que donc le mec commence sur une affirmation extrêmement forte, il faut voter Mélenchon, et Lapierre pose une question simple, pourquoi? Et là, hop, il change de sujet. Il y a quoi derrière ta pancarte? Parce qu'en réalité, il peut pas répondre à cette question. Répondre de manière rationnelle à une question qui concerne sa foi. Il faut voter Mélenchon parce que dans son petit cerveau, Mélenchon c'est le bien et les autres c'est le mal, c'est tout. Mais s'il le formule comme ça aussi directement, bah il comprend bien qu'il va passer pour un idiot. Donc, il change de sujet. Ensuite, alors, quand même, juste une chose, pour prendre un petit peu sa défense quand même, l'exercice du micro-trottoir, c'est toujours très difficile, prendre la parole en étant filmé de manière spontanée sur des sujets parfois complexes ou problématiques, c'est pas facile. Mais justement, d'ailleurs, tout l'intérêt des micro-trottoirs de Lapierre, c'est ça, c'est que c'est une présentation sans filtre, sans artifice de la pensée des gens. Et en fait, on se rend souvent compte, à gauche comme à droite d'ailleurs, mais un peu plus à gauche quand même, qu'elle est parfois un peu confuse par endroits, cette pensée. Mais enfin là, c'est vraiment un cas d'école. Ah non, je l'ai encore dit. D'accord, c'est Bardella ou Mélenchon. Voilà. L'autre question. Ouais, au deuxième tour. Tu veux vraiment envoyer Bardella à la tête de la France? Alors, vous savez, pour tout vous dire, moi-même, j'ai encore du mal à voir Bardella comme un candidat sérieux. Mais enfin, récemment, sur cette chaîne, j'ai procédé au debunk en 3 parties d'une vidéo de propagande anti-RN qui m'a définitivement convaincu de voter RN. Alors que moi, à la base, j'étais plutôt reconquête. Mais il y a certains de leurs arguments qui ont fait mouche sur moi. Donc, pour 2027, je voterai RN pour une raison très simple. C'est que c'est eux, à droite, malgré leur côté un peu trop socialo, qui sont aux portes du pouvoir, qui ont le plus de chances de gagner. Donc je vais pousser dans ce sens-là, tout simplement parce que c'est eux qui prennent le plus en compte les préoccupations par lesquelles je me sens le plus concerné. Après, je me fais pas d'illusions, je sais très bien que Bardella ne va pas gouverner seul. Bardella, c'est le visage du RN, plus que la tête, et j'en ai tout à fait conscience. La question c'est d'abord, que pensez-vous de Mélenchon? Moi, je pense qu'il ferait un très bon président. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il va toujours changer de sujet. Il faut voter Mélenchon. Ce serait un très bon président, mais on ne sait pas pourquoi. Toi, tu penses beaucoup à droite, ça on le sait. On t'a Ouais. vu dans plusieurs villes, on t'a vu. Moi, je t'ai même vu dans ma ville, à Rouen. Ah oui, c'est vrai. Je t'ai vu aller Très belle cracher. ville. Bah oui, mais je t'ai vu aller cracher sur Rouen. Dire qu'il y a des problèmes. À Nantes, pareil. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Oui, mais c'est pas de la faute des Arabes, Vincent, tu le sais normalement. Et ça, c'est extrêmement intéressant, là, ce qui vient de se passer. Dans un premier temps, il reproche à Vincent Lapierre d'aller montrer les problèmes qu'il peut y avoir dans différentes villes, Rouen ou Nantes. Donc, violence, trafic, communautarisme, isolement aussi chez certains, etc. Et donc, en gros, il lui reproche de faire un travail de journalisme. Donc, comme il n'est pas non plus complètement débile, il comprend qu'il vient de dire une connerie. Et donc, il va enchaîner avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir. Mais une phrase qui est attendue par le gauchiste lambda. Le fameux « ne c'est pas la faute des Arabes ». Avec d'ailleurs un magnifique petit zoom à la caméra au moment où il réalise sa connerie. Et c'est quand même magnifique. C'est ce genre de petits détails qui font aussi la qualité des reportages de Lapierre. C'est discret, mais ça ajoute beaucoup. Sachant qu'en plus, Vincent Lapierre, vous l'entendrez jamais dire c'est la faute des Arabes. Que ce soit l'immigration, la délinquance ou la criminalité de ces communautés, dans le logiciel de Lapierre, c'est plus des conséquences qu'une cause. Les Arabes. D'ailleurs, en réalité, les gauchistes, ils le savent que Lapierre est loin d'être aussi caricatural. Donc tout ce qu'il leur reste comme solution,
c'est de devenir eux-mêmes des caricatures. Pour toi, il n'y a aucun problème avec l'immigration? Zéro? Non. C'est quoi le problème avec l'immigration? Pour toi, c'est quoi? Sincèrement, Bon là, encore une fois, on est sur une technique rhétorique assez basique. Il est embarrassé parce que Lapierre lui demande, donc il va lui retourner la question. C'est vachement pratique ça comme technique d'ailleurs. Mais enfin là, la réponse, elle est quand même assez catastrophique, soyons honnêtes. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui est tout à fait propre à la rhétorique de gauche. C'est d'abord nier les problèmes. Typiquement, il est faux de dire que les musulmans sont surreprésentés en prison, par exemple. Et donc ensuite, vous les mettez devant les faits ou devant les chiffres. Et là, hop, ils vont changer de discours. Oui, c'est vrai, mais c'est pas de leur faute. C'est à cause du système, de la société, du temps qu'il fait, etc. Et s'ils sont un peu chauds, ils vont vous citer une étude d'un sociologue militant quelconque. Mais enfin, là, nier qu'il y a des problèmes avec l'immigration en France, dire non, il y a zéro problème, c'est quand même grave. Même pour un homme de gauche. Parce que certes, donc il est insensible à cette problématique du point de vue des Français, de leur perte de repères, de valeurs, d'identité, d'insécurité, du fait qu'ils ne se sentent plus chez eux, etc. Parce qu'il est habité par un sentiment ethnomasochiste. Mais en disant qu'il y a zéro problème, il nie la souffrance des migrants eux-mêmes, qui vivent dans des conditions assez déplorables. Donc en fait, à force de vouloir jouer le mec vertueux, il en oublie carrément de l'être. Là où pour le coup, Lapierre, lui, il prend l'ensemble de la problématique en question, il s'intéresse aux deux côtés du problème. Allez, dis-moi 5 points de problème d'immigration. Voilà, ça par exemple c'est fourbe, comme technique rhétorique, mais c'est efficace. Il lui demande un truc extrêmement précis. Donc là, il n'est pas forcément facile de répondre exactement. Peut-être que vous aurez que 4 points sur 5 par exemple. Et donc si vous n'en avez que 4, vous n'aurez pas entièrement répondu à ces questions. Et comme c'est lui qui compte les points, il va considérer qu'il vous a écrasé, qu'il vous a humilié. Enfin, vraiment, c'est des ficelles qui sont quand même assez énormes. Et je pense que les gens qui ont réussi à trouver que ce mec-là était convaincant, c'est des mecs qui étaient déjà convaincus avant. Mais enfin, c'est que le début, parce qu'il va parler longtemps. Parce qu'en fait, sur l'ensemble de la vidéo, qui dure quand même 48 minutes, il y a 15 minutes qui lui sont consacrées. C'est colossal. Et après, il y a encore des gens qui vont dire à Lapierre, tu manipules, tu laisses pas parler les gens qui sont pas d'accord avec toi, etc. Alors qu'ils n'arrêtent pas de le faire. Il y a un problème entre la délinquance et l'immigration, il y a un lien prouvé. Et là, certes, c'est vrai, mais ça sonne vraiment trop comme un élément de langage de la droite. Et les gens de gauche, quand ils entendent ça, ils le prennent comme ça. Ils entendent un élément de langage qui les rend totalement hermétiques à la vérité qu'il y a derrière cette phrase. Il y a un lien entre immigration et délinquance, ça c'est une phrase qui les rend fous. Donc bref, il a répondu par un élément de langage, par une phrase toute faite. Mais ça, pour les gens de gauche, c'est une phrase taboue, c'est une phrase raciste, c'est inaudible, ça sonne comme une provocation, même si c'est vrai. Donc là, il tend un petit peu le bâton pour se faire battre, Lapierre. Est-ce que pour toi, il y a un lien entre la délinquance et l'immigration? Non, il n'y a pas. Je sais pas, à ton avis, qui détourne le plus d'argent en France actuellement? Est-ce que c'est autre chose. les Arabes ou est-ce que c'est les cols blancs? Vous voyez, il nous refait la même technique. Il est embarrassé, il peut pas nier ce qu'a affirmé Lapierre, donc il répond par un élément de langage, par une phrase toute faite, par quelque chose qui est attendu par les gens de gauche. Et ça a marché. Parce que vraiment, ce mec est célébré sur Twitter. Et je suis sûr qu'il a chopé des numéros d'étudiantes en sociaux suite à son intervention. C'est sûr, en fait. Parce qu'il a récité son catéchisme gauchiste. Et ça plaît beaucoup, ces petites phrases, ces petits slogans appris par cœur. Des phrases qui font plaisir aux gens de gauche, mais qui ne convainquent personne. Et quelque part, c'est assez inquiétant, en fait. Parce qu'on se rend compte ici, dans ce débat, qui n'en est pas vraiment un, entre Lapierre et le gauchiste lambda, qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échange, il n'y a pas vraiment de communication. C'est comme si les deux camps ne s'écoutaient pas parler tellement ils sont tous les deux convaincus d'avoir raison. Qu'ils se disent qu'écouter ce que l'autre en face a à dire, ça en vaut pas tout à fait la peine. En fait, c'est un dialogue de sourds. Et c'est triste, c'est-à-dire que ça ressemble vraiment à un point de non-retour, et c'est franchement inquiétant. Bon, mais enfin bref, il compare donc la délinquance au fameux col blanc. C'est le fameux argument du « les plus grands délinquants ne sont pas ceux qu'on croit, ce sont en fait les riches qui ne payent pas leurs impôts ou qui détournent de l'argent ». Parce que évidemment, ça, c'est vraiment ce qui est au centre de la mythologie gauchiste. Le méchant. Ce n'est pas le criminel ou le délinquant, c'est le riche, celui qui produit de la richesse. Alors quand on parle de détournement d'argent en France, c'est vrai qu'on parle de 60 à 100 milliards d'euros par an. Mais ce détournement fiscal, il vient pas uniquement des riches, il vient aussi des Français moyens. Et il est dû à quoi? Il est dû au fait que la fiscalité française, elle est absolument intenable, elle est écrasante. Et le problème, il est là.
Si elle est aussi écrasante, c'est à cause du système social et des impôts qui servent notamment à financer de nombreux assistés. Et parmi eux, les délinquants en question, qui coûtent de l'argent aux Français. Mais dans la tête d'une personne de gauche, le Français moyen devrait plus en vouloir à un entrepreneur qui parvient à créer de la richesse, ce qui est un miracle dans un pays où tout l'en empêche, plutôt qu'à Jean Mohamed qui l'agresse dans la rue, en plus de profiter de tout un tas d'avantages sociaux. Bah, moi j'ai quand même tendance à penser que ceux qui détournent le plus d'argent, c'est quand même les cols blancs. Alors là, il nous parle du livre de Charles Prats, enfin c'est ce qu'il nous montre à l'écran, qui justement dénonce la fraude sociale. Donc que ce soit des fraudes aux allocations sociales, aux cartes vitales, aux retraites versées à des personnes décédées, des fraudes à l'AME, à la sécurité sociale, etc. Avec une grosse partie de cet argent qui part notamment au Maghreb et surtout en Algérie. Mais en gros, là, encore une fois, tout ce qu'il fait, c'est faire diversion, parce qu'il affirme toujours énormément de choses, mais sans la moindre preuve, notre gauchiste. Il ne se base que sur sa foi. Méchant riche contre gentil pauvre. Si les impôts... Bah, les preuves, non, j'en ai pas. Ben voilà. Là, il a encore réalisé qu'il venait de dire une connerie, mais encore une fois, c'est trop tard. Tu penses que... Mais moi, je te parle pas de cette délinquance. Tu penses que la mère de famille qui galère, qui est à la CAF, elle a des paradis fiscaux à droite à gauche? Et du coup, tu penses pas que s'il y a des paradis fiscaux, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des enfers fiscaux et que la France en est un, et que ça, c'est peut-être une grande partie du problème? Parce qu'il est quand même assez évident que la France, elle a beaucoup plus à perdre en perdant ses riches, ses entrepreneurs, ses créateurs de richesses, que ces délinquants immigrés qui fraudent les aides sociales. Sincèrement, tu penses qu'elle est dans un paradis fiscal, cette dame-là? Non, mais je pense qu'il y a beaucoup de trafic de drogue, que le trafic de drogue rapporte beaucoup d'argent. Attendez, mais c'est quoi cette tête? Il est en train de nier que le trafic de drogue rapporte beaucoup d'argent? Et que ça en coûte aussi d'ailleurs énormément, parce que ça a des conséquences sur la santé, les comportements, etc. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que ce mec, qu'il défend, c'est une foi. Son argumentation, elle est totalement irrationnelle. La rationalité, il la balaye d'un revers de la main. Comme avec sa petite mimique, là, quand Lapierre lui demande si le trafic de drogue, ça rapporte de l'argent. Que cet argent, oui, c'est... L'État français pourrait profiter de cet argent, il ne le fait pas. Ah, mais il faudrait légaliser. Bah, il faudrait dépénaliser déjà pour commencer. Dans plein de pays, on voit qu'il y a des bienfaits à ça. Alors là-dessus, j'ai du mal à être vraiment convaincu, parce que, bon, si vous prenez le Portugal, apparemment, oui, ça se passe très bien, avec une réduction de la criminalité liée au trafic de drogue, des overdoses, etc. Mais si vous prenez la Californie ou l'Oregon, c'est radicalement différent. Augmentation de la consommation publique, overdose, etc. Tout ça a augmenté drastiquement. Alors c'est en partie dû au fait qu'au Portugal, il y a énormément de suivi, de centres de soins, de suivi psychiatrique, etc. Ce qui est beaucoup moins le cas aux États-Unis. Encore une fois, ça demanderait aux Français de supporter encore un coût énorme. On pourrait aussi parler des Pays-Bas, parce que là-bas, c'est pas non plus un franc succès. Parce que cette dépénalisation, elle a conduit à une montée des réseaux criminels. Mais enfin, la question de la consommation de drogue en France, c'est un vrai sujet. C'est quelque chose qui est en pleine explosion. Et c'est quand même incroyable de le nier. Parce que là, Retailleau, il fait quoi? C'est Retailleau, je crois, en ce moment. Je sais même plus. Nunez. Ah. Bon, je pourrais vous faire le coup du « oh là là, le mec, il sait même pas qui est le ministre de l'Intérieur ». En même temps, ça change tellement souvent que là-dessus, on peut pas lui en vouloir. Bah oui, ça fait de la bonne pub pour l'extrême droite et pour la droite. De dire oh, regardez le trafic de drogue, tous les Arabes, tous les Noirs, dans les cités, ils vous attendent. Regardez, il y a des tags. C'est un complot. Ouais, c'est extraordinaire, cette manière de systématiquement détourner les yeux du problème, toujours être dans la diversion et surtout, toujours réussir à retomber sur ses pattes. Soit donc en accusant l'extrême droite, soit le capitalisme, soit le patriarcat. Si vous arrivez à faire ça, à toujours retomber sur un de ces sujets-là, vous pouvez être considéré comme un excellent orateur de gauche. C'est pas un complot, c'est pas ce que je te dis. Si, c'est des élites qui savent mais qui font rien, c'est un complot. Ils en profitent. Moi je pense qu'ils ont perdu le contrôle, c'est tout. Voilà, là, c'est un point pour Lapierre. Les explications les plus simples, ce sont souvent les meilleures. Et cette solution de choisir l'explication complotiste, les élites nous manipulent, ils savent très bien ce qu'ils font, etc., c'est aussi parce que, pour beaucoup, c'est plus rassurant que de se dire ce que vient de dire Lapierre, là, à savoir qu'ils ont perdu le contrôle et qu'ils sont totalement incompétents. Pourtant, la froide et triste réalité, c'est ça. C'est un mélange d'incompétence et de lâcheté aussi, quand même, beaucoup. Je pense qu'ils ont en partie peur des banlieues, ils se disent ils n'ont pas envie que ça... Et peur de quoi? Il y a quoi en banlieue? Il y a peur de quoi en banlieue? Regarde quand Naël s'est fait tuer.
Voilà, vraiment, c'est le gauchiste lambda. Le mec, il voit le mal nulle part. Il comprend pas de quoi on lui parle. Il vit dans une réalité parallèle, en fait. On est vraiment dans un cas de déni qui est presque pathologique à ce niveau-là. Ouais. Ça s'est soulevé quand même, il y a eu quelque chose. Bah, à juste titre. Là, ça fait peur. À juste titre, un délinquant qui met en danger des gens dans une course-poursuite, qui a 2 doigts de foncer sur un flic en voiture, bref, un criminel plus qu'un délinquant d'ailleurs, qui subit les conséquences de ses actes, ça justifie des émeutes en banlieue. C'est là que vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire, que c'est un cas désespéré. Le problème, c'est que si c'était juste comme ça, un clampin dans la rue qui pensait comme ça, mais non, il y a aussi des responsables politiques qui pensent et qui sont capables de prendre le parti des criminels et des délinquants. Et ça, c'est un truc de fou. Et derrière ça, Vincent qui nous lâche un « mais ça fait peur ». Donc c'est exactement comme quand il disait « il y a un lien entre délinquance et immigration ». Quand les gens de gauche entendent « ça fait peur » ou qu'ils entendent parler de la peur, ils entendent encore un élément de langage. Avec l'extrême droite qui joue sur la peur de l'autre, blablabla. C'est ça qu'ils entendent. Parce que ces gens, ils communiquent qu'avec des slogans, avec des clichés. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand on essaye d'échanger avec un gauchiste. Et là, en employant des mots comme ça, Vincent Lapierre, il donne l'impression au gauchiste lambda qu'il a raison. Si les politiques ont peur des gens de cité, Je pense que Macron, il en a peur, ouais. Il a peur que ça pète. C'est évident, et encore une fois, le gars est complètement dans le déni. Quand c'est les paysans ou les gilets jaunes, on tire dans le tas. Quand c'est les banlieues, on attend que ça se passe. C'est factuel. Et le meurtre de Naël, parce que c'est un meurtre, hein, faut pas l'appeler autrement, c'est un meurtre. Non, c'est de la légitime défense. C'est quelqu'un qui a subi les conséquences de ses actes. Et le grand malheur dans tout ça, c'est qu'au lieu de servir d'exemple aux autres pour ne pas recommencer, ça va au contraire donner aux autres délinquants et criminels l'envie d'aller toujours plus loin. Déjà parce qu'ils savent qu'ils auront le soutien moral des leurs et de tout un camp politique, quand bien même ce sont des criminels avérés, mais aussi parce qu'ils savent que les flics ils vont réfléchir à 2 fois avant d'agir. Parce que s'il y a une perte de contrôle au niveau de l'autorité en France, c'est bien à cause de ça. C'est à cause de cette impunité. Un policier d'ailleurs qui est devenu millionnaire, hein. Faut pas le rappeler, hein. Enfin il faut le rappeler. Ouais, Ce mec a gagné de l'argent, Ouais. des millions, enfin 1 million je crois. Par une cagnotte. Ce qui est quand même assez révélateur du ras-le-bol d'une bonne partie des Français et que les gens sont prêts à récompenser en fait quiconque lutte efficacement contre les délinquants et les criminels. Un mec qui a tué un enfant de 17 ans, 16-17 ans. Ah, 17 ans, c'est pas un enfant. Et là encore une fois, il y a un point pour Lapierre. C'est-à-dire que ça se voit qu'en disant ça, il essaye de faire dans le sentimentalisme. Ok, c'est bien triste qu'il soit mort. Mais enfin bon, c'est quelqu'un qui mettait en danger la vie des autres. C'est quelqu'un qui a payé les conséquences de ses actes. Donc essayer d'en tirer une leçon pour que ça ne se reproduise pas, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais c'est pas du tout ce qui est fait. Ce qui est mis en place, c'est au contraire un esprit de vengeance qui va conduire à ce que ces actes de délinquance ils se reproduisent encore et encore. Tu reconnais que dans tous les cas, c'est pas qu'il faut pas le traiter comme un adulte. Bon, après, on va passer vite là sur l'histoire Naël, parce que c'est agaçant. Est-ce que vous pensez vraiment que le flic, en pleine course-poursuite, à 2 doigts de se faire écraser par une voiture, il a le temps de se dire « Tiens, Naël n'a pas tout à fait 18 ans ». Et c'est d'ailleurs ça le nœud du problème. Hein. S'il avait pris le temps de s'arrêter et de montrer ses papiers, il serait encore en vie. Plus encore, il serait probablement même pas en prison à l'heure où on parle. C'est ça le plus fort. Naël, il a été tué, assassiné par un gars qui d'ailleurs... Je pense pas qu'il y ait eu préméditation, c'est pas un assassinat. Non. Vous voyez, là, il se rend compte, encore une fois, qu'il a dit une connerie. Enfin, moi, je suis déçu, là, parce que je m'attendais vraiment à une humiliation de Vincent Lapierre. Je pensais vraiment que j'étais passé à côté de quelque chose, vu les réactions, là. En fait, j'étais même prêt à faire une mauvaise investigation dessus. J'ai enquêté sur le kink d'humiliation de Lapierre. Mais non. En fait, le gauchiste, il s'humilie tout seul. Parce que le plus beau dans tout ça, c'est quand même que Vincent Lapierre, c'est pas un débatteur. Au contraire, c'est quelqu'un qui cherche à laisser parler, qui pratique la maïeutique à la Socrate. C'est-à-dire qu'il est là pour aider les gens à accoucher de leurs pensées, de leurs idées. Et là, clairement, les idées dont il accouche ce gars, c'est un enfant mal formé, complètement difforme, avec un retard mental lourd. Moi, tout ce que je vois à l'écran, c'est un mec qui se dit « J'aurais jamais dû mettre mes couilles dans le micro-ondes. C'est désastreux. » D'ailleurs, il y a une phrase qu'on voit souvent sur Internet, c'est « Si vous voulez faire gagner la gauche, interdisez la droite de parler. Si vous voulez la faire perdre, laissez-la parler. » Et en fait, j'ai longtemps pensé que c'était vrai. Mais en fait, depuis que j'ai vu que des gens trouvaient ce mec-là convaincant, mais je ne sais plus quoi penser, en fait. Non. Non, c'est pour YouTube. Mais il faut partir.
C'est l'extrême droite, faut partir. C'était quoi la question? Mais voilà, en fait, je crois que c'est ça, au fond. C'est ça qui a charmé les gens. C'est le côté nonchalant. Je crois vraiment que c'est sur la forme qu'il les a eus. D'autant que bon, il a quand même un certain charisme. Enfin, il en aurait beaucoup plus s'il fermait sa gueule. Mais bon, parce que sur le fond, c'est quand même d'une pauvreté abyssale. Donc ouais, je pense que c'est ça. Pas de fond, mais il y a de la forme. Exactement comme Bardella, en fait. Bon bref, on passe sur l'affaire Naël parce que ça tourne en rond. Je milite Mélenchon, tous les jours. Et ça, c'est quand même rassurant de voir le niveau des militants de Mélenchon. Qu'est-ce qui te plaît le plus chez lui? J'aime bien le fait qu'il veuille sortir de l'OTAN pour qu'on soit plus sous la cloche des États-Unis. Ça, j'aime bien. Que la France retrouve un peu de grandeur. Et là, il est malin. Et donc, non seulement il a trouvé des raisons de pourquoi il vote pour Mélenchon, mais surtout, là, il utilise des mots qui résonnent très fort dans le petit cœur des gens de droite. Que la France retrouve un petit peu de sa grandeur. Idem pour le discours anti-américain, très populaire à droite. Un discours que je pourrais partager si on n'était pas dans des périodes aussi troubles et aussi confuses et tordues, où ce sont en fait les Américains aujourd'hui qui nous assurent la liberté d'expression en Europe. Donc, on est un peu tenu par les coups. Bon, mais bref, en tout cas, là-dessus, il s'en tire plutôt bien. Mélenchon, je pense pas que ce soit un mec qui veuille que l'Afrique infiltre la France et qu'on perde toute notre identité. Ce sur quoi joue l'extrême droite. Moi, aujourd'hui, on a établi la statistique. Un Français sur 4, dans ma jeunesse, c'était 1 sur 10 à un grand-père étranger, tu t'imagines. Quand l'autre a dit qu'il y avait un risque de submersion migratoire, j'ai dit, moi, je suis un agent de submersion migratoire, s'il vous plaît. Alors là, l'extrait de Lapierre, il est absolument brillant. C'est même pas un argument, c'est une preuve, avec une source première. Une preuve de plus que ce mec ne sait pas de quoi il parle et qu'il essaye d'embrouiller les gens. Maintenant, pour me faire aussi un peu l'avocat du diable, je dirais que Vincent Lapierre, il sort de son rôle de maïeuticien, ici. Parce qu'il ne se contente pas de laisser la parole, mais bien de contredire à travers son montage. Bon, après, on pourrait aussi considérer que c'est du fact-checking, tout simplement, parce que factuellement, si le discours de Mélenchon, il est clairement remplaciste, contrairement à ce que le gauchiste lambda essaye de nous faire croire. Mélenchon veut que tous les enfants mangent. Il parle des étudiants. 3 millions d'étudiants en France, il y en a qui ne mangent pas. C'est très grave. L'élite de demain. Doucement, là, l'élite de demain. La plupart, c'est des étudiants en sociaux, en sciences humaines qui serviront jamais à rien. Et c'est quoi cette propension à toujours confondre enfants, adolescents ou jeunes adultes? Parce que bon, les étudiants, c'est pas des enfants quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais est-ce que vous avez remarqué aussi cette énième contradiction gauchiste, qui est que lorsqu'il s'agit de faire du misérabilisme envers les étudiants, bon, sachant qu'en France, les études sont gratuites, ce qui est un privilège énormissime, juste comme ça pour rappel, mais bref, quand c'est pour faire du misérabilisme, on vante les mérites des élites. Mais tout le reste du temps, cette gauche, elle passe son temps à la dénoncer, cette élite. Parce que qui dit élite, dit hiérarchie. Donc vous voyez un petit peu l'hypocrisie ici ou pas? Et pour toi, il n'y a pas un problème de baisse de niveau à l'école? Il y a un problème de baisse de niveau à l'école, mais c'est pas à cause des élèves. C'est peut-être qu'aussi, on l'a vu, on l'a vu par beaucoup d'études, que parfois le 8h, 17h, ça aide pas forcément les élèves. Alors ici, je suis allé fact-checker tout ça, en faisant quelques recherches, et globalement, ce qui en ressort, c'est que son analyse est complètement éclatée. C'est totalement faux. Ça ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'à l'école primaire, dans les années 60, on était à environ 30 heures de volume hebdomadaire, contre 24 dans les années 2020. Pour ce qui est du collège, c'était plutôt 30-36 heures dans les années 60, contre 25-28 dans les années 2020. Donc bon, globalement, il y a quand même eu une tendance à la baisse en termes de volume horaire. Donc bon, l'explication du « le niveau baisse parce qu'il y a trop d'heures de classe », je pense pas que ce soit valide. Même si, soyons honnêtes, je pense qu'effectivement, vu ce qui est fait à l'école, oui, il y a beaucoup trop d'heures, effectivement, pour les élèves. Même si en réalité, dans les faits, les 3/4 du temps ne sont pas vraiment passés à travailler. Et globalement, là ensuite, il va nous balancer la logorée habituelle, mettre l'élève au centre du processus, etc. Bref, en gros, tout ce qui a justement détruit l'école et fait baisser le niveau ces dernières années. Tous les délires bourdieusiens. Et là, vous voyez à quel point c'est désespérant quand même. C'est-à-dire que le gauchiste, plutôt que de comprendre que justement c'est tout ça qui a mené à l'effondrement du niveau scolaire, il en demande encore plus. Il demande encore plus de ce qui fait baisser le niveau. C'est cauchemardesque. Ça commence où la droite pour toi? Presque à la gauche. Malheureusement, la droite commence presque à la gauche. Pour moi, tout ce qui n'est pas extrême gauche est un peu à droite quand même. Ah oui, c'est vrai? Ah ouais. Non mais c'est pas possible. Si j'étais complotiste, je dirais que Vincent Lapierre,
Il a embauché ce mec, cet acteur, pour faire le jeu de l'extrême droite, tellement c'est catastrophique, mais c'est incroyable. Moi, je me le garde, cet extrait-là. Je vais en faire un même, je vais vous le ressortir. Quand on voit les banquets, c'est le Canon français, je crois. Français, ouais. Le Canon français qui organise des banquets. Qu'est-ce que c'est que cette France fantasmée? J'ai grandi en campagne, 1000 habitants. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu d'espèce de grande tablée de mecs à moustache, béret avec des bretelles. Ça n'existe pas. Dans quelle France ce truc existe? Alors, moi, personnellement, en campagne, j'ai déjà vu des vieux bérets moustaches dans des banquets ou des repas de famille. Bon, ils poussaient peut-être pas le truc jusqu'à la marinière. Mais enfin, bien sûr que ça existe. Alors, évidemment, au Canon français, ils jouent sur le cliché baguette, marinière, béret, parce que c'est rigolo. Il y a quelque chose de presque ironique là-dedans. Mais au fond, le cœur du truc, c'est quand même la bouffe, la musique, l'ambiance. Si le Canon a un tel succès, c'est justement parce que ça renoue avec une sorte de cohésion nationale. Ça recrée du tissu social. Ce sont des événements dans lesquels le Français moyen peut se reconnaître. Et c'est quelque chose dont il a été privé pendant si longtemps, mais qui se régale. Enfin, globalement, mis à part le côté un peu costumé, bien sûr que si le Canon français, ça rappelle des ambiances de fête du village ou de mariage ou quelque chose de très populaire. Mais bon, c'est pas le bon peuple, c'est pas le peuple qu'il aime bien, c'est le peuple coupable de tous les maux de la terre. Bon, après, j'ai déjà fait une vidéo sur le Canon français, donc on va passer rapidement sur cette partie aussi. La France d'antan. En plus, quelle France d'antan? Parce que l'immigration a toujours fait partie de la France. Oui. Les tirailleurs, c'est quand même l'immigration. Ça dépend. Oh là 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 là, il va vraiment nous faire tous les clichés, c'est pas possible. Par contre, ça, c'est vraiment un mensonge avec lequel la gauche doit rompre. Il faut arrêter. L'immigration en France, elle a commencé globalement au 19e siècle. Vous savez comment est-ce qu'ils en sont arrivés à cette arnaque d'ailleurs? Parce que globalement, il y a des gens qui bougeaient d'une région à une autre, si vous voulez. Et c'est ça qu'ils ont appelé la migration. C'est-à-dire la migration à l'intérieur même de la terre de France. C'est pour ça qu'ils vous disent que la France a toujours été une terre d'immigration. Puisqu'en gros, il y a des Bretons qui sont allés à Paris, des Parisiens qui sont allés dans le sud ou dans le nord, et puis voilà. Mais enfin, prendre l'exemple des tirailleurs, c'est un très mauvais exemple, parce que précisément, ce n'était pas de l'immigration. Parce qu'à cet instant-là de l'histoire de France, le Sénégal faisait partie de la France. Donc c'est pas une question d'immigration, c'est une question de colonisation, de conquête. Alors oui, je sais que j'abuse avec les cas d'école à chaque fois, mais ça, c'est un cas d'école, ce mec. Avec un cas. Il sait pas de quoi il parle. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais il arrive à se convaincre lui-même et à convaincre ceux qui sont déjà convaincus. Il y a des proportions. Les Algériens, quand il faut venir repaver Paris, on appelle les Algériens, on appelle l'Afrique. En fait, Et là, encore une fois, c'est un énorme mensonge. Ceux qui ont repavé Paris, c'est des Italiens, des Espagnols, des Portugais, principalement, et bien plus tard des Algériens, des Marocains et des Tunisiens. Et tous sont venus. Pourquoi ? Parce que c'était avantageux pour eux. Ça, il faut pas non plus l'oublier. Ces immigrés qui sont venus travailler en France, ils l'ont pas fait par sacrifice, par amour pour la France. Ils l'ont surtout fait pour des raisons économiques. Parce qu'il y avait du travail en France, alors que dans leur pays, il n'y en avait pas. Donc, faut vraiment arrêter avec cette rhétorique romantique mal placée, là. Je peux être biaisé sur 1 milliard de choses, mais sur ça, ce qui est quand même en plus une urgence d'ordre national de dire arrêtons d'être biaisés et soyons peut-être un peu concrets et comment dire, oui, réfléchis. je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon, écoutez, on va aller à la conclusion. En tout cas, écoute, sache que on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout. Tu l'as dit, Eh oui. mais au moins on a pu discuter. Et là, il y a le passage le plus fou de la vidéo. Est-ce que Je te veux pas de mal, moi, je te veux Ah pas non, de mal. j'entends. Je peux pas te dire que je te souhaite pas de mal parce que bon, l'extrême droite c'est quand même triste et dommage. Que rajouter de plus ? Bon, c'est quand même gravissime, hein. Bon, écoutez, en tout cas, moi, on m'a menti. Il n'y a pas eu d'humiliation de Vincent Lapierre. Moi, j'ai juste vu un gauchiste qui s'humiliait tout seul. Et c'était déjà très bien.